Donc, bonsoir à tout le monde, puis à tous ceux qui vont pouvoir nous écouter éventuellement sur Internet. Donc, il faut remercier le réseau de bibliothèques publiques de Thetford qui ont permis de mettre en place le projet qu'on appelle le projet Biblioscope. Il y a eu 4 télescopes d'acheter et 2 sont disponibles ici et 2 à la bibliothèque Liboukou. Donc, c'est un projet en collaboration avec les Sentiers pédestres des Trois-Monts et le Club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts. Puis, mon rôle au Sentier pédestre des Trois-Monts, je suis, dans un premier temps, président du conseil d'administration des Sentiers pédestres des Trois-Monts. Et dans un deuxième temps, eh bien, je m'occupe au niveau des activités des Sentiers pédestres des Trois-Monts. Eh bien, il y a le club d'astronomie, donc que je suis responsable. Et l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu comment fonctionnent les télescopes et qu'est-ce qu'on peut observer dans le ciel. Donc, au niveau de l'agenda ce soir, je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, au niveau de l'origine du projet Biblioscope, je vais vous parler du télescope lui-même, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention. Ensuite, je vais vous parler de quoi, quand et où observer. Puis, un peu de la documentation, quelle est la documentation qu'on va rendre disponible pour les gens qui vont emprunter le télescope. Et je vais vous parler des contacts, c'est-à-dire qui il faut contacter en cas de besoin lors de l'utilisation de télescopes. Puis pour ceux qui n'emprunteront pas les télescopes, eh bien, pourront toujours contacter le Club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts pour avoir plus d'informations. Donc, pour un petit peu d'histoire. Donc, le programme Biblioscope, finalement, ça a commencé aux États-Unis avec... c'est inspiré du programme Librairie Telescope Program développé au New Hampshire. C'est pas tellement loin, c'est au Maine, à côté du Maine. Donc, eux autres, ils ont lancé un projet en 2008, puis avec une couple de bibliothèques en utilisant ce télescope-là. Puis, aujourd'hui, en 2018, c'est-à-dire en 2017-2018, il y avait plus de 112 bibliothèques qui avaient embarqué dans le programme. Ils ont même gagné des prix suite à cette initiative-là pour rendre disponibles des télescopes. Puis, les bibliothèques ont très bien embarqué au New Hampshire et c'était très, très populaire. Au Québec, de quelle façon ça a commencé? C'est qu'en 2017, le Club d'astronomie de Rimouski, que j'ai fait partie depuis, en fait, de 1996 à 2008 même, eh bien, le Club d'astronomie de Rimouski avait lancé un programme. D'abord, ils ont eu 5 télescopes qu'ils ont obtenus pour rendre disponibles dans les bibliothèques. Et par la suite, le Club de Laval s'est joint au programme en juin 2018. La Fédération des astronomes amateurs aussi s'est impliquée. C'est ce qui regroupe l'ensemble des clubs d'astronomie du Québec. Et d'autres clubs vont embarquer avec les bibliothèques au cours des prochains mois. Ici à Thetford, eh bien, c'est grâce au réseau des bibliothèques que le programme a été mis en place et est officiellement lancé en juin 2019. Le télescope lui-même, eh bien, c'est tout simplement à l'intérieur du télescope, il y a un miroir. La lumière arrive de ce côté-ci, va frapper le miroir et réfléchit sur un miroir plan qui réfléchit vers un oculaire qui est une loupe, en fait. Donc, toute la lumière qui vient des étoiles ou des objets qu'on veut observer rentre sur le télescope et on observe à travers l'oculaire. Si on prend le télescope, eh bien, la lumière arrive de ce côté-ci, vient frapper le miroir qui est en arrière et réfléchit sur un petit miroir qu'on peut peut-être voir à l'intérieur. Un petit miroir qui est juste ici. Et on regarde dans l'oculaire ici pour obtenir l'image de l'objet qu'on veut observer. Donc, c'est le principe de fonctionnement du télescope. C'est tout simplement un miroir qui est à l'intérieur avec 2 miroirs, en fait, puis une loupe pour pouvoir regarder l'image qui se forme. Bien, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le grossissement de l'image qu'on peut voir dans le ciel. Si, par exemple, si on regarde, par exemple, la planète Jupiter, eh bien, le grossissement dépend de la focale du télescope, puis ça dépend de la focale de l'oculaire. C'est un facteur de multiplication ou de division, selon le cas. Donc, si j'ai un oculaire ici de
24 mm avec une focale de, disons, ici c'est à peu près, je ne me souviens pas par cœur, 450 mm. Eh bien, à 20 mm ici, avec une focale de 450 mm, ça donnerait un grossissement de 25. C'est simplement une division entre les deux chiffres. C'est quoi la focale? La focale, c'est un peu, on peut faire une comparaison comme avec une caméra, un appareil photo. Un appareil photo, vous achetez un objectif qui dit, par exemple, que la focale est de 50 mm ou 100 mm ou 200 mm. À ce moment-là, on appelle ça un téléobjectif. Sur un télescope, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que selon la forme du miroir puis le diamètre du télescope, eh bien, ça donne une focale de, par exemple, dans ce cas ici, de 450 mm. C'est la distance que parcourt la lumière à l'intérieur du télescope. Puis si on prend une règle pour mesurer, eh bien, ça correspond à peu près à la longueur du télescope. C'est une règle du pouce, là. Puis la focale, c'est ça qui, avec l'ouverture, par exemple, pour ceux qui sont intéressés aux paramètres plus techniques du télescope, F4, c'est l'équivalent d'une caméra, encore une fois. Quand vous ouvrez l'objectif ou vous fermez, c'est pas l'objectif, c'est le diaphragme. Donc, on ferme le diaphragme, eh bien, ça devient un petit trou. Quand on ouvre le diaphragme, eh bien, ça devient un plus grand trou. Puis, ça passe de F2.8, F4, F10. F10, c'est très fermé. Donc, à F4, c'est quand même assez lumineux. Il y a beaucoup de lumière qui peut passer dans le télescope. Donc, c'est une des caractéristiques importantes. Au niveau du poids, c'est tout simplement une question de transport. Il y a des télescopes qui sont très pesants, plus difficiles à transporter. Ce télescope-là, eh bien, est facile à transporter. Vous allez voir tout à l'heure les images au niveau de la façon de le transporter. Il pèse seulement 13 livres. Puis le tube, on appelle ça un tube newtonien. C'est tout simplement Newton qui a développé ce type de télescope-là. Puis, ça, on faut reculer de plusieurs années pour Newton. Puis, c'est lui qui a développé le miroir parabolique qu'il y a à l'intérieur, puis le miroir plan en avant. Donc, son objectif, lui, c'était de trouver une façon différente de voir les images, alors qu'auparavant, il utilisait surtout des télescopes qu'on appelle des lunettes, effectivement, je cherchais le mot. Donc, auparavant, c'était plus des lunettes. Donc, c'est comme une jumelle coupée en deux, là. Mais il n'y a pas de prisme à l'intérieur. Donc, c'était ça qu'il utilisait. Puis, lui, il y avait des limitations au niveau de la grosseur des lentilles qu'il y avait dans ces télescopes-là. Donc, il a voulu développer des télescopes paraboliques qui permettaient d'avoir des images plus grosses avec ce genre de télescope-là. Donc, on appelle ça un tube newtonien. La monture, on l'appelle la monture Dobson. C'est tout simplement qu'elle permet de tourner dans un sens, en azimut, et dans l'autre direction, en altitude. Donc, c'est ça qu'on appelle la base, on appelle ça une base de monture Dobson. Puis, le télescope a été modifié pour installer un oculaire qu'on appelle un zoom 8-24 mm. Donc, on peut le tourner de façon telle que, au lieu de changer l'objectif, d'en mettre l'oculaire, puis d'en mettre différentes grosseurs, eh bien, on utilise tout simplement un oculaire qu'on appelle un zoom. Et lorsqu'on commence à observer, ce qui est important, de toujours le mettre à la position où le chiffre est le plus gros, donc 24 mm, ce qui donne un champ beaucoup plus grand pour voir dans le ciel. Puis, ça nous permet d'ajuster le télescope beaucoup plus facilement dans la direction de l'objet qu'on cherche. Une fois qu'on vise bien, on fait simplement tourner l'oculaire pour l'amener à un plus petit chiffre qui permet d'avoir un plus fort grossissement, puis aller chercher, par exemple, des détails sur, par exemple, la planète Jupiter. On pourrait voir les bandes gazeuses de Jupiter. Si on regarde Saturne, on verrait un petit peu mieux les anneaux de Saturne. Donc, c'est pour la raison que on a... Puis en plus, on l'a mis fixe, c'est-à-dire qu'il a été mis avec des écrous pour empêcher de l'enlever. Fait que on peut pas jouer avec. C'est comme pour les bouchons. On a mis des cordes pour ne pas perdre des morceaux. Fait que
tous les morceaux sont bien attachés de façon telle, excusez le bruit, ils sont bien attachés, mais c'est reste bruyant. Donc, ça évite de perdre les morceaux lorsque les gens les manipulent. Ensuite, le grossissement du télescope, c'est vous qui en parliez tout à l'heure. Avec un oculaire comme ça de 8 à 24 mm, ça donne des grossissements variant de 18 à 56 fois. Donc, c'est ça qui donne les principales caractéristiques du télescope. Au niveau du détail des composantes du télescope, je viens de parler de l'oculaire ici. Donc, on enlève tout simplement le bouchon pour pouvoir l'utiliser. C'est un oculaire Zoom 8-24. Le viseur qu'il y a ici, on appelle ça un EZ Finder. Donc, c'est un viseur ici qui permet de pointer à l'œil nu l'objet qu'on va observer avant de regarder dans l'oculaire. Donc, on fait tout simplement regarder le point, on ajuste le télescope sur l'objet qu'on veut observer et par la suite, on regarde dans l'oculaire, pour voir vraiment plus de détails de ce qu'on veut observer. Le tube du télescope, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est tout simplement, ici, ça tient le miroir primaire et le miroir secondaire qui est plus en avant. Donc, le tube, il sert à ça. Ensuite, le porte-oculaire. Je vais le virer. Lorsqu'on l'utilise, eh bien, une fois qu'on a pointé vers l'objet, puis qu'on regarde dans l'oculaire, il faut faire la mise au point. La mise au point se fait par les vis qu'il y a ici. Donc, on peut monter l'oculaire ou le baisser, de façon telle que chacune des personnes qui va l'utiliser va pouvoir l'ajuster en fonction de sa propre vision. Donc, ceux qui ont des portes de lunettes, ceux qui ne portent pas de lunettes, vont pouvoir l'ajuster plus facilement en fonction de leur vue personnelle. Donc, c'est avec ça ici qu'on ajuste le foyer. Donc, c'est le bouton qui est ici. Ensuite, le bouton de serrage du tube optique. Le bouton de serrage qui est ici, eh bien, ça permet simplement, en le dévissant un peu, ça permet de tourner le télescope pour pouvoir l'ajuster plus facilement en fonction de la grandeur de la personne ou en fonction de l'inclinaison qu'on a besoin pour pouvoir observer. Donc, c'est tout simplement pour faciliter la position d'observation. Il faut faire attention pour ne pas trop glisser le télescope parce qu'il est équilibré de façon telle que le poids en avant et le poids en arrière soient ajustés. Donc, on fait tout simplement le dévisser un peu, on le tourne, puis après ça, on resserre la vis comme il faut pour être certain que le tube ne glisse pas. Ensuite, le bouton de serrage du tube optique. Le bouton de serrage qui est ici, c'est ce bouton-là, qu'on voit bien sur l'image ici. Bien, on fait tout simplement l'ajuster pour pouvoir bouger plus facilement de haut en bas le télescope. Donc, s'il est serré très fort, il ne bougera pas du tout. Parfois, tant qu'on veut observer, par exemple, Jupiter, eh bien, ça ne paraît pas bouger beaucoup tant qu'on le regarde à l'œil nu, mais tant qu'on le regarde au télescope, ça bouge quand même assez vite. Donc, on peut tourner le télescope en le tournant comme ça. Puis, l'altitude demeure à peu près identique. Donc, on peut le serrer un peu. Puis, on peut l'ajuster pour qu'il puisse bouger sans trop d'effort. Puis là, il va toujours rester bien aligné sur l'objet qu'on vise. Ensuite, le miroir. Le miroir est à l'intérieur du télescope, donc c'est difficile à voir. Mais quand vous le recevez ou quand vous lui empruntez, c'est bon de regarder à l'intérieur s'il n'est pas trop sale. Parce que s'il y a eu des éclaboussures à l'intérieur, eh bien, il faudrait le ramener à la bibliothèque pour qu'il soit nettoyé pour avoir une meilleure vue, une meilleure vision. Donc, on peut regarder à l'intérieur du télescope, le miroir, puis vérifier s'il a été sali pour une raison quelconque. L'idéal, c'est de pas, si les utilisateurs ne devraient pas l'utiliser tant qu'il pleut. Donc, c'est important. Parce que des fois, ils vont l'oublier dehors, puis il va y avoir un petit orage. Donc, il faut faire attention pour ne pas le laisser dehors. Non. Il y a beaucoup de précautions à prendre pour nettoyer un miroir. Il faut
faut jamais nettoyer soi-même un miroir. Il faut le ramener à la bibliothèque. Il y a des gens qui vont avoir la responsabilité de le nettoyer. Aussitôt qu'on constate qu'il est sale, on le ramène à la bibliothèque, puis on s'assure qu'il soit bien nettoyé pour qu'il soit facile d'utilisation et qu'il dure longtemps. Oui. C'est la même chose avec les objectifs de caméra. Il y a des gens qui passent une guenille sur leur objectif. C'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Ensuite, le support du télescope. Eh bien, encore une fois, c'est fait avec un matériel qui est quand même assez solide, mais en présence d'humidité ou de pluie, c'est un matériel qui peut gonfler, donc il faut faire attention pour ne pas l'exposer à l'humidité ou à la pluie pour pas qu'il gauchisse. C'est bizarre que ça soit fait comme ça, puisque normalement, on va dehors. Oui, on va dehors, mais pour observer, je vais vous parler tout à l'heure quand on doit observer. Puis le quand, eh bien, c'est tant qu'il n'y a pas trop de présence de pluie. Fait qu'après ça, on rentre à la maison. Ensuite, la poignée de transport. Il y a une poignée de transport ici, mais on ne recommande pas de l'utiliser pour le transporter, pour ne pas le cogner. C'est tout simplement la façon de le transporter. Il y a une image spéciale pour ça. On le prend simplement comme ça pour le transporter. C'est beaucoup moins dangereux d'échapper le télescope. Puis, à ce moment-là, on s'assure de bien le tenir pour pouvoir le transporter. Les pattes du télescope, il y a des pattes en caoutchouc. Puis, lorsqu'on veut observer à l'extérieur, eh bien, c'est tout simplement de s'assurer d'avoir une table solide sur laquelle on installe le télescope pour pouvoir le manœuvrer assez facilement, une table relativement grande. Puis, on peut pour être certain que le télescope ne tombe pas par terre. Donc, il faut que ce soit installé sur une table solide. Il n'y a pas des tables comme ça. Ben non, pas un trépied. Non, c'est pas fait pour être. C'est pas comme un appareil photo ou comme la caméra qu'on voit là. Donc, il ne faut pas que ce soit installé sur un trépied. Ça ne peut pas être installé sur un trépied de toute façon. Donc, il faut l'installer non pas sur une chaise ou un banc qui est fragile. Donc, il faut vraiment que ce soit sur une table solide, l'installation du télescope. La façon de le transporter, j'ai expliqué comment le tenir. Maintenant, tant qu'on l'amène dans l'auto, c'est bon de l'attacher comme un enfant. Parce que si on fait simplement le déposer sur le siège et qu'on freine brusquement, bien, l'oculaire peut frapper le siège avant. Le viseur peut frapper le siège avant s'il tombe. Donc, une fois que ça est cassé, bien, faut acheter des morceaux neufs. Donc, il faut faire attention. On l'attache simplement dans l'auto. On fait comme un bébé, un enfant. On fait attention. Puis, il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Le bouton d'élévation, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure. Le bouton d'élévation, c'est tout simplement lui. Il ne faut pas oublier que le miroir est de ce côté-ci. Puis, on tourne simplement le télescope pour qu'il bouge plus facilement pour aller dans la direction d'observation. Et après, on le serre pour vérifier les russes. Ça tourne facilement. En principe, on le serre un peu, puis on peut le bouger assez facilement. Donc, le bouton d'élévation. Pour l'autre direction, on fait simplement le tourner de cette façon-là. On regarde où est Jupiter, par exemple, puis on pointe le télescope le plus près possible de Jupiter, puis après ça, on l'ajuste. Une fois qu'il est ajusté, lorsqu'on regarde dans l'oculaire, il faut faire attention pour ne pas le déplacer, parce qu'une fois qu'on a bien visé, eh bien, si on ne veut pas être obligé de recommencer 10 fois, eh bien, on fait attention pour ne pas accrocher l'oculaire puis faire bouger le télescope comme ça. Il faut simplement approcher l'œil sans y toucher. Puis, ce qu'il faut éviter aussi, quand on regarde dans l'oculaire, surtout pour les femmes, éviter d'avoir les yeux maquillés. Parce que si vous avez les yeux bien maquillés, ça va laisser des traces sur le verre de l'oculaire. Puis, on va être obligé de procéder à un nettoyage nettoyage de l'oculaire. Puis, ça va me sauver l'ouvrage. Donc, il faut faire attention à ça. Pour ceux qui portent des lunettes, il n'y a pas de problème. Il suffit d'approcher. Si vous ne portez pas de lunettes, eh bien, attention au maquillage. Bon,
Pour le télescope lui-même, la façon de l'utiliser, j'ai retiré le capuchon tout à l'heure. Pour quelle raison le bouchon? C'est pour empêcher la poussière d'entrer dans le télescope. Et vous remarquerez qu'il y a un deuxième bouchon ici. Le deuxième bouchon, c'est tout simplement que si on veut observer la Lune, eh bien, la Lune, c'est très brillant. Puis, ça amène beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le petit bouchon qui est là. On replace le capuchon principal. Et à ce moment-là, c'est beaucoup moins de lumière qui rentre dans le télescope. Puis, c'est moins éblouissant pour les yeux. Puis, ça donne une meilleure vision de la Lune. La Lune, si on la regarde à la pleine Lune, eh bien, ce n'est pas nécessairement le meilleur temps pour pouvoir l'observer. Les meilleures périodes pour observer la Lune, c'est lorsqu'il y a un faible croissant, en allant jusqu'au premier croissant, au premier quartier, ou un petit peu plus. Puis là, à ce moment-là, on regarde ce qu'on appelle le terminateur. C'est la partie où la Lune est éclairée, la partie où la Lune n'est pas éclairée. Donc, ça nous permet de bien voir l'ensemble des cratères près de cette zone-là. C'est là qu'on a une meilleure perception de la qualité ou de la formation lunaire ou tous les cratères ou les mers qu'il peut y avoir. Donc, c'est là qu'on les voit les mieux. Donc, lorsqu'on le regarde à la pleine Lune, bien, ça affecte vraiment la vision. Puis, si vous voulez, une fois que vous avez regardé la Lune, puis si vous voulez regarder des objets qu'on appelle des objets du ciel profond, eh bien, vous allez avoir la pupille de l'œil tellement petite que vous ne pourrez plus voir les objets vraiment qui sont moins lumineux. Pour pouvoir les voir, il faut attendre un minimum de 15 minutes à la noirceur. Donc, vous vous installez, vous attendez 15 minutes à la noirceur. À ce moment-là, la pupille de l'œil va redevenir au maximum de sa dimension. Ça peut atteindre 6 mm, 7 mm environ. Donc là, il va rentrer beaucoup de lumière dans l'œil. Puis, vous évitez de regarder la Lune. Pointez votre télescope dans la direction de l'objet que vous voulez observer et vous ajustez le foyer avec les boutons de l'oculaire. Vous le montez ou vous le descendez. Puis, vous allez voir beaucoup plus facilement les objets qu'on appelle du ciel profond. Donc, vous commencez par les objets du ciel profond, puis vous terminez par la Lune. À moins que la Lune soit très basse à l'horizon ouest, à ce moment-là, bien, vous attendez. Vous pouvez commencer par la Lune, puis attendre après ça une quinzaine de minutes pour que l'œil se réhabitue à la noirceur. C'est très important. C'est la même chose si vous utilisez on a mis ici une petite lumière pour vous éclairer. Pas de lumière blanche. C'est l'équivalent de regarder la Lune. Donc, on utilise une lumière avec des LED rouges de façon telle que la vision n'est pas du tout affectée par une lumière rouge. Donc, ça nous permet de lire les cartes comme des cherche-étoiles. Donc, ça peut éclairer le cherche-étoile puis se repérer dans le ciel. Ou encore lire des informations dans le manuel d'instruction d'utilisation du télescope. Puis à ce moment-là, avec la lumière rouge, vous allez pouvoir lire l'information sans affecter la vision. Donc, c'est important, quand vous utilisez le télescope, d'essayer d'avoir une lumière rouge à la portée de la main et non pas d'utiliser des lumières blanches. Parce que à toutes les fois que vous utilisez une lumière blanche, instantanément, la pupille de l'œil va se fermer et ça prend, encore une fois, 10 à 15 minutes avant que la vision redevienne normale. À ce moment-là, quand on observe des objets comme ça, profond, est-ce qu'on enlève le gris? Oui, là, vous enlevez tous les capuchons. Ça, c'est pour permettre au maximum de lumière d'entrer dans le télescope. Donc, moi, j'appelle ça un entonnoir à lumière. Hein. La lumière rentre, puis ça crée un faisceau lumineux qui est ramené à l'oculaire. Donc, c'est pour laisser toujours rentrer le maximum de lumière, sauf lorsqu'on observe la Lune, qui est parfois très brillante. Si vous ne la trouvez pas trop brillante à l'horizon ouest, donc c'est un faible croissant, eh bien, vous pouvez l'ouvrir au complet. Mais si vous regardez une Lune qui est plus brillante, eh bien, c'est bon d'enlever simplement ce bouchon-là pour pouvoir limiter la quantité de lumière qui rentre dans le télescope
affecter le moins possible la vision. Il n'y a aucun danger à observer la Lune, d'ailleurs. Hein. C'est pas comme le Soleil. Le Soleil, c'est vraiment très dangereux. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est on voit à l'intérieur du tube pour voir si tout est correct, pour que c'est pas trop sale. On vérifie la propreté du miroir. Ne pas essayer de le nettoyer. C'est important de ne pas le faire vous-même. Puis de ne pas toucher au miroir et ne rien mettre à l'intérieur du tube. Donc, s'il y a des enfants, il faut les surveiller pour pas qu'ils versent de jus juste pour le fun ou des choses comme ça. Fait que, donc, ça prend une surveillance au niveau des enfants pour l'utilisation du télescope. C'est important. Donc, le zoom, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. On le positionne d'abord à la position 24 mm. Donc, c'est le chiffre le plus gros. Il faut toujours commencer par le chiffre le plus gros parce que ça nous donne une meilleure vision d'ensemble du ciel. Puis, on ajuste le foyer avec le bouton qu'il y a là. Donc, il faut noter que la vision est inversée, haut, bas et gauche-droite. Donc, si vous regardez à travers le télescope, si vous regardez avec des jumelles, c'est ça que vous allez voir, une tour avec une horloge qui est à 2h20 dans ce cas-là. Et si vous pointez le télescope vers la même tour, eh bien, vous allez voir la tête en bas et l'heure va être indiquée dans l'autre direction. Donc, au lieu d'être 2h20, il va être 8h50. Il faut faire attention lorsqu'on observe dans le ciel. Il vient de bouger le télescope dans le bon sens aussi. Parce que si on a l'impression que l'étoile est un petit peu plus haute, on va le bouger comme à l'envers. Donc, on va penser qu'il faut le baisser alors qu'il faut le monter ou l'inverse. Ensuite, l'autre point important, c'est sur le viseur ici. Donc, sur le viseur, il y a un bouton et c'est le seul bouton qu'on devrait utiliser. Les autres boutons sont préajustés. Donc, en principe, le télescope il est bien aligné avec le viseur. Puis, on n'aurait pas normalement besoin de l'ajuster. Le seul bouton qu'on a à ajuster, c'est le bouton On-Off. Donc, pour faire apparaître le point rouge qui est au centre du viseur. Et on se sert du point rouge pour viser l'objet qu'on veut visualiser dans le ciel. Donc, on s'installe en arrière du télescope, on regarde pour voir le point rouge. Une fois qu'on a le point rouge, eh bien, on le déplace vers l'objet qu'on veut viser. Une fois que le point rouge vise, par exemple, une planète, comme Jupiter ou Mars ou Saturne, eh bien, on regarde dans l'oculaire et on devrait le voir. C'est à partir de ce moment-là qu'on change le chiffre. On peut l'amener à 15, on peut l'amener à 7. On tourne tranquillement pour pas, tout en regardant, pour ne pas perdre la position de la planète, puis avoir une meilleure vue sur l'objet. À toutes les fois qu'on diminue vers le chiffre 7, eh bien, on a l'impression que la quantité de lumière qui nous arrive à l'œil diminue aussi. Donc, ça devient de moins en moins lumineux parce que la lumière est plus dispersée, on pourrait qualifier. Comme ça. Donc, il faut faire attention. Tant qu'on s'aperçoit qu'on perd trop de luminosité, bien, on rajuste simplement dans l'autre direction. Donc, on demande de ne pas toucher aux autres boutons d'ajustement ici, de façon telle que qu'on n'ait pas trop de difficultés. Et si vous constatez qu'il y a vraiment un gros écart entre ce que vous voyez et ce que vous tentez de voir, eh bien, là, à ce moment-là, il y a possibilité de jouer un peu avec les boutons vous allez voir les instructions dans le manuel d'utilisation, mais habituellement, vous n'auriez pas besoin d'y toucher. Donc, il y a un petit peu d'instructions dans le manuel qui a été publié, qui a été préparé par la bibliothèque. Il suffit de le consulter pour savoir comment faire. Le bouchon pour la Lune, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on enlève le capuchon pour observer la Lune, simplement parce que la Lune est très brillante. Donc, encore une fois, c'est tout simplement pour ça que ce bouchon-là a été placé. Quoi, quand et où observer? Eh bien, avec ce type de télescope-là, quelles sont les choses qu'on peut plus facilement voir que d'autres? Donc, on ne peut pas s'attendre à voir les couleurs que le télescope spatial nous donne, par exemple, le Hubble Telescope.
Donc, on ne peut pas s'attendre à voir ces choses-là. Là. Ni trop noir. Non, les trous noirs, eh bien, même le télescope Hubble a des difficultés. Donc, les fameux trous noirs, ça prend des techniques spéciales pour pouvoir vérifier si c'est vraiment un trou noir. Oui, c'est suffisant pour voir les taches nuageuses, les bandes nuageuses de Jupiter, les anneaux de Saturne, les détails sur la Lune. Donc, c'est toutes des choses que je vais vous parler dans quelques minutes. Eh bien, on observe d'abord avec nos yeux. La première chose qu'on fait quand on sort dehors et qu'on veut utiliser le télescope, eh bien, on regarde le ciel, puis on dit, oups, il y a quelque chose de spécial dans ce coin-là. Qu'est-ce que je sors le télescope, puis je m'installe, puis j'essaie de le repérer. Les jumelles aussi sont très utiles. Donc, on peut utiliser le télescope, mais si on veut commencer à savoir plus où est l'objet qu'on cherche, on peut commencer par des jumelles. Donc, on peut voir les nus, certaines choses. On peut utiliser des jumelles qui nous aident aussi à repérer vraiment l'endroit qu'on veut observer. Puis, après ça, on utilise le télescope. De quelle façon repérer les objets? Eh bien, dans le guide qui va être remis à chacune des personnes qui vont utiliser le télescope, il y a un atlas du ciel qui va être remis aussi. Donc, l'atlas du ciel, ça donne les détails de ce qu'on peut voir dans le ciel. Donc, d'une page à l'autre, eh bien, on peut se promener comme ça pour aller voir les différents objets qu'on peut possiblement voir dans le ciel. Donc, principalement les objets messiers qui sont les plus faciles à repérer. Puis, on se promène d'une page à l'autre et on voit vraiment beaucoup de détails. Donc, c'est un livre qui a été publié par Claude Duplessis. Il le rend disponible gratuitement à tous ceux qui... gratuitement sur le web, puis la bibliothèque, vous en avez imprimé quelques copies pour les mettre avec le télescope. Donc, ce n'est pas un manuel qui est donné, mais c'est un manuel qui est prêté avec le télescope pour pouvoir vérifier qu'est-ce qu'on peut observer dans le ciel. Donc, c'est un catalogue quand même très complet. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est tout simplement un cherche-étoile qu'on peut se procurer dans n'importe quelle librairie. Donc, on utilise un cherche-étoile et encore une fois, avec la lumière rouge, on voit très bien les principales étoiles, les principales constellations. Et avec certaines lignes, on voit aussi quel est le parcours normal des planètes dans le ciel. Donc, Cette date, par exemple, ils sont plus à tel endroit qu'une autre. En fonction de la date et l'heure, pour les étoiles. Pour les planètes, c'est une autre chose, parce que les planètes, ça n'indique pas du tout où sont les planètes. Donc, il faut utiliser d'autres outils pour vérifier où sont les planètes. Puis, je pense qu'on en rend disponible aussi dans les kits qui est remis avec les bibliothèques, avec le télescope qui va être prêté. C'est un guide sur la Lune. Donc, c'est tout simplement un petit carton qui donne de l'information sur les principales mers. Pour les enfants, eh bien, on peut imaginer des dessins de la Lune. Eh bien, on peut voir un petit bonhomme, voir des araignées, voir des lapins. Il faut utiliser notre imagination pour les voir. Puis, tout à l'heure, je vous donnerai à tous ceux qui sont ici, là, je vous donnerai une copie de ça avec un cherche-étoile qui est aussi inclus dans le kit, si je me souviens bien. Donc, je vous en donnerai une copie à tous ceux. C'est un cherche-étoile qui montre l'ensemble des étoiles qu'on peut voir dans le nord du 45e parallèle, ou le 40e parallèle, en fait. Donc, je vous en donnerai à la fin de la présentation. Donc, tout ça, c'est des outils qui nous aident à se repérer dans le ciel. Puis, après ça, eh bien, on essaie d'éviter la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est autant de la lumière qui vient de notre maison que de la lumière qui vient de la rue, que des lumières qui éclairent partout dans le ciel. Si vous voyez la quantité de lumière qui est émise dans le ciel, il y a des photos que j'ai prises chez nous, qu'on voit la ville de Thetford, en direction de la ville de Thetford, puis c'est un vrai dôme lumineux. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent qu'à Thetford, on éclaire plus que la ville de Québec. Donc, le dernier point, c'est qu'il faut utiliser une lampe frontale rouge pour s'éclairer, encore une fois, pour éviter que la pupille de l'œil soit affectée. Quoi observer? Je vais commencer par quoi ne pas observer. À aucun moment,
il faut pointer le télescope vers le Soleil. Et en aucun moment, s'il est par hasard pointé vers le Soleil, de regarder dans l'oculaire. Si vous regardez dans l'oculaire et qu'il est pointé dans le Soleil, vous perdez la vue instantanément. C'est automatique. Il n'y a plus de revenir-y. Il n'y a aucun spécialiste en ophtalmologie qui va être capable de réparer votre œil. Parce que ça va être non pas la surface de l'œil qui va être affectée, mais le fond de l'œil. Le fond de l'œil, c'est ça qui permet de capter la lumière, de bien voir. Donc, c'est ça qui est brûlé. Puis une fois que c'est brûlé, ça ne se guérit pas. Donc, il faut faire vraiment très attention. Il y a même des collants sur le télescope. Je ne sais pas si on l'a mis. Sur l'autre côté. Il y a un collant sur le télescope ici. Là, je vais le revirer pour bien le montrer. Voilà. On va le placer pour qu'il soit bien vu. Donc, un collant sur le télescope qui dit de ne pas pointer vers le Soleil. Puis c'est très important que s'il y a des enfants avec vous qui observent, de s'assurer qu'ils ne prendront pas le contrôle du télescope pour le pointer vers le Soleil pour pouvoir... Ça peut être intéressant de dire qu'on veut regarder le Soleil, parce que même à l'œil nu, en fait, on ne regarde jamais le Soleil. Donc, avec un télescope comme ça, il ne faut jamais vraiment le regarder. Puis jamais le pointer non plus vers le Soleil, parce que si on le pointe vers le Soleil puis qu'on ne regarde pas dans l'oculaire ici va tout simplement exploser, parce qu'il va y avoir trop de chaleur, à cause que la lumière est concentrée, puis ça va tellement créer de chaleur qu'il y a des objets à l'intérieur du télescope qui vont simplement fondre ou casser. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on va y aller directement avec quoi observer. La première chose qu'on peut observer, c'est la Lune, bien entendu. Donc, la Lune qui est présente presque à tous les soirs, sauf dans la période de la nouvelle Lune. Elle est présente en soirée jusqu'à la pleine Lune. Et par la suite, eh bien, on peut la voir à partir du matin, tant qu'elle est rendue dans le dernier quartier. Donc, ceux qui les lèvent tôt peuvent la regarder le matin. Ceux qui aiment la regarder le soir, eh bien, c'est lorsque la Lune dans un premier croissant, après la nouvelle Lune. Donc, on la voit à l'ouest le soir, puis, tant que c'est les derniers croissants, on la voit à l'est le matin. Ensuite, on peut voir assez facilement, une fois qu'on sait où les repérer, on peut voir la planète Mercure, on peut voir Vénus. Puis Vénus a des phases un peu comme la Lune. Donc, ça peut être intéressant à observer pour... D'ailleurs, Galilée, c'est en regardant Jupiter et en regardant Vénus, qui s'est dit que finalement, la Terre, c'était pas le centre de l'univers, mais que c'était quelque chose qui tournait autour du Soleil, parce que la seule façon d'expliquer les phases de Vénus, comme les phases de la Lune, c'était que Vénus tournait autour du Soleil comme la Terre tournait autour du Soleil. Donc, on peut voir les phases de Vénus, on peut voir la planète Mars, donc vraiment voir la planète sans nécessairement aller chercher beaucoup de détails, mais on peut aller voir la couleur rouge de la planète. Jupiter, on peut aller voir les bandes gazeuses. La tache rouge serait plus difficile à voir avec ce genre de télescope-là. Saturne, on peut distinguer les anneaux de Saturne, qui est un vrai beau spectacle. Et les planètes Uranus et Neptune, qu'on ne peut pas voir autrement qu'avec un télescope, sont aussi visibles lorsqu'on sait où elles sont localisées. Donc, il y a des outils qui existent sur Internet pour localiser les planètes. Puis, à ce moment-là, on pointe le télescope dans la bonne direction. Vous allez voir les couleurs bleu-vert apparaître pour Uranus et Neptune, qui sont quand même assez faciles à voir avec un télescope comme ça. Donc, ça, c'est au niveau de la Lune et des planètes. On peut aussi observer des amas globulaires qui sont très brillants, comme l'amas d'Hercule, qu'on appelle M13. Je mets une petite image à côté. C'est un amas, on appelle ça un amas globulaire parce que ça forme comme un globe. Fait que c'est un gros tas d'étoiles qui sont nées à peu près en même temps, puis qu'on retrouve à différents endroits autour de la galaxie, notre galaxie qui est la Voie lactée. On a aussi des amas ouverts. Les amas ouverts, c'est simplement que les étoiles ne sont pas aussi collées, donc comme les Pléiades ou M45. Eh bien, c'est simplement
par exemple, les Pléiades, ça ressemble à la petite ours, mais encore en plus petit. Donc, on pointe un télescope comme celui-ci, et bien, on peut voir facilement les étoiles qui composent la constellation qu'on appelle M45 ou les Pléiades. Donc, les Pléiades sont vraiment intéressantes à regarder. Il y a des galaxies qu'on peut voir aussi presque à l'œil nu avec des jumelles ou avec le télescope. Une galaxie qu'on appelle M31, la galaxie d'Andromède en fait. C'est une galaxie qui se déplace à une vitesse incroyable, c'est 140 000, je ne me souviens pas si c'est 140 000 milles à l'heure ou si c'est 140 000 milles par seconde. En tout cas, elle se déplace très rapidement comme notre galaxie, la Voie lactée. Et dans une couple de milliards d'années, 4,5 milliards d'années, eh bien, ça encore plusieurs années, les deux galaxies vont se croiser. Donc, ils vont se fusionner d'une certaine façon. Souvent, on dit une collision des galaxies, mais l'espace entre les étoiles est tellement grand que ce n'est pas une collision en tant que telle, mais les deux galaxies vont rentrer en fusion l'une de l'autre, puis ils vont se regrouper. M31, avec la Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie dans laquelle on est actuellement. Donc, la Voie lactée, on ne peut pas la photographier parce qu'on est à l'intérieur de la Voie lactée. Mais si on regarde bien le ciel, on va voir une bande blanche dans le ciel. Ça, c'est ça la Voie lactée. C'est le centre de la galaxie ou toute l'épaisseur de la galaxie qu'on voit dans le ciel. Donc, ces galaxies-là sont facilement visibles. Et avec un télescope comme M31, eh bien, c'est très beau à voir. Ensuite, il y a des étoiles doubles, comme Albireo, qui sont des étoiles dans la constellation du Cygne. Puis c'est Albireo, ça veut dire le bec, c'est en arabe. En français, ça veut dire bec. Puis c'est le bec du canard, le bec du cygne, en fait. Et si on regarde la constellation, ça fait comme une croix. Puis, à l'époque, eh bien, ils ont dessiné les constellations, ils mettaient beaucoup de dessins autour. Donc, on l'appelle la constellation du cygne. La dernière étoile brillante qui forme le bec du cygne, eh bien, c'est une étoile que lorsqu'on la regarde, j'ai oublié de mettre l'image, mais il y a deux étoiles, en fait, une à côté de l'autre. Si on la regarde à l'œil nu, on voit seulement qu'une étoile. Si on la regarde avec un télescope, même un télescope comme celui-ci, on voit deux étoiles. Il y en a une qui est de couleur jaune doré, puis elle tire vers l'orange. Et il y a une autre qui est de couleur bleu-vert. Donc, on voit vraiment la différence au niveau de la couleur. Donc, c'est des objets quand même intéressants à montrer à des jeunes ou des personnes qui sont intéressées un peu à l'astronomie. Donc, c'est vraiment spécial. Ensuite, il y a aussi dans la constellation de la Grande Ourse, l'étoile qui forme la poignée, donc l'étoile du centre. Si on la regarde à l'œil nu, on voit une étoile. Si on la regarde avec le télescope, on en voit deux. Donc, c'est deux étoiles qui sont très proches l'une de l'autre, qui tournent une autour de l'autre, qui ne tournent pas très, très vite parce que ça prend beaucoup d'années avant qu'on voit la différence. Puis, il y a beaucoup d'étoiles comme ça là, qui sont doubles, qui sont intéressantes à regarder avec ce télescope-là. Ensuite, il y a des nébuleuses, c'est-à-dire. Donc, à titre d'exemple, j'ai mis la nébuleuse d'Orion, M42, qu'on voit principalement l'hiver, directement au sud, dans le temps des fêtes, à Noël. Eh bien, on sort le télescope à Noël, on le pointe vers M42, puis ce qu'on voit ici, le petit nuage, donc c'est un nuage qui est en plein centre de la galaxie, de la constellation d'Orion, un petit peu plus bas que la ceinture d'Orion. Puis, c'est vraiment intéressant à observer avec un télescope. Puis, il y a aussi des occultations d'étoiles. Je ne sais pas si on voit bien. On va tasser un petit peu le télescope. Ici, on a la Lune. Ici, là, c'est dans le ciel du matin. Puis, on a Saturne qui est juste ici. Donc, Saturne a passé derrière la Lune. Puis, une fois passé derrière, elle est ressortie de l'autre côté. C'est des occultations qui sont intéressantes à observer parce que ça peut être un astéroïde qui passe devant une étoile. Puis, si on recule de plusieurs années, eh bien, c'était une spécialité au niveau de l'astronomie
d'observer les occultations pour essayer de trouver les formes des astéroïdes. Donc, il y avait plusieurs personnes qui l'observaient. Ils mesuraient le temps d'observation, à partir de quel moment l'occultation débutait. Puis, ils étaient en mesure, en fonction des notes qu'ils pouvaient prendre, eh bien, à quelle heure qu'elle avait rentré, à quelle heure que l'étoile avait disparu. Ils étaient en mesure d'établir un peu la forme des astéroïdes en question. Puis, sur la Lune, on était en mesure de dire est-ce qu'elle a passé devant une montagne ou est-ce qu'elle a passé devant une vallée. Parce que, selon la position, eh bien, l'étoile ou encore une planète amenait des mesures de temps différents. Puis là, ils savaient qu'à cet endroit-là, sur la Lune, il y avait soit un creux, soit une montagne ou un cratère sur la Lune. Quand observer? Eh bien, on observe quand? C'est tant qu'il n'y a pas de pleine Lune autant que possible. Ou si on veut observer la pleine Lune, eh bien, on le fait, mais on enlève les bouchons que je vous ai parlé tout à l'heure. On évite la pollution lumineuse, donc le plus loin possible des endroits où c'est très lumineux. On planifie sa soirée d'observation, c'est-à-dire qu'il faut considérer ce qu'il y a dans le ciel en fonction du moment où on veut observer. Donc, il faut savoir si le ciel est clair, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il y a des possibilités de pluie, des choses comme ça. Donc, on planifie sa soirée d'observation, puis on prend le cahier que je vous ai montré tout à l'heure, le guide d'observation du ciel, puis tout ce qu'on peut voir dans le ciel, puis on fait notre planification de ce qu'on veut observer. On commence à observer après 10 ou 15 minutes à la noirceur, parce que notre pupille de l'œil est de plus en plus grande après 15 minutes à la noirceur. Une fois ça en place, eh bien, on cherche un endroit où observer, le plus loin possible de la ville. Il y a des endroits où c'est quand même peu éclairé à certains endroits. Donc, si vous connaissez des endroits, vous y allez, puis ça vaut la peine. Il ne faut pas regarder à travers une fenêtre autant que possible, parce que, imaginez, l'été, c'est moins pire, parce que la température intérieure et la température extérieure n'est pas très, très différente. Mais lorsqu'il y a un très grand contraste de température entre la température extérieure et la température intérieure, il va se faire comme un peu comme sur l'asphalte l'été, quand il fait très chaud, on voit comme une vapeur s'élever, et c'est la même chose au niveau du télescope. Vous ne verrez pas grand-chose parce que ça va être très, très embrouillé à cause de l'évaporation de vapeur qu'il peut y avoir. On essaie aussi de choisir un site avec un horizon dégagé. Si on veut faire l'ensemble du tour du ciel, eh bien, si on a un horizon peu dégagé, on va être limité à un endroit pour observer. C'est un peu le problème que j'ai chez nous. C'est pas tout dégagé, donc je suis obligé de regarder vers le sud, puis de regarder au zénith, un peu à l'est, puis un peu à l'ouest. Mais si on a un horizon bien dégagé, on peut faire le tour complètement de l'horizon. Et ça nous permet à ce moment-là d'avoir plus d'objets qu'on peut voir dans le ciel. La documentation, eh bien, la documentation qui est disponible, eh bien, c'est le manuel de l'utilisateur. C'est le manuel qui est ici. Donc, ce manuel-là, ici, donne beaucoup d'informations sur l'utilisation du télescope. Ça parle un peu de ce que je vous ai mentionné aussi, quoi, où et quand observer. Donc, c'est inclus avec le matériel qui est prêté par la bibliothèque. Il y a l'Atlas du ciel qui est fait par Claude Duplessis. Il y en a des copies disponibles à la bibliothèque si vous voulez l'emprunter d'une façon pour une période de, je crois que c'est 21 jours. Donc, pour 21 jours, vous pouvez emprunter les autres copies qui sont disponibles à la bibliothèque. Puis aussi, la bibliothèque est bien équipée de livres en tant que tel. Donc, des livres qui sont disponibles à la bibliothèque. Il suffit de faire une recherche. Par exemple, une recherche sur l'outil de recherche de la bibliothèque sur l'ordinateur. Donc, il suffit de taper ciel, télescope, lune là-dessus, puis vous allez voir des livres apparaître comme « J'observe la lune », ça peut être intéressant de l'emprunter. « J'observe le ciel avec un télescope de 115 mm ». 115 mm, c'est exactement la grosseur du télescope que la bibliothèque va prêter. Donc, ça donne des explications sur tous les objets qu'on peut facilement voir
avec ce genre de télescope-là. Puis, il y en a un autre aussi, télescope lune ou ciel. Il suffit de taper télescope lune ou ciel pour découvrir les livres qui sont disponibles à la bibliothèque. Donc, c'est ces livres-là qu'on peut emprunter. Puis les contacts, eh bien, c'est votre bibliothèque, bien entendu. Ils peuvent vous aider à trouver la documentation qui est disponible à la bibliothèque pour vous aider à utiliser au maximum le télescope. Ou vous contactez le Club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts, vous envoyez un courriel à casp3m@gmail.com. Puis, je vais tenter de répondre le plus rapidement possible à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Puis, si vous voulez savoir quelles sont les activités qu'on fait au Sentier pédestre des Trois-Monts, principalement au niveau de l'astronomie, puis vous pouvez en profiter pour voir quels sont les autres services qu'on offre aux Trois-Monts. Il suffit d'aller sur www.troismonts.ca dans l'onglet Activités, puis vous allez voir toutes les activités que les Trois-Monts offrent au cours des prochains mois. Puis, entre autres pour l'astronomie, c'est habituellement au premier ou deuxième vendredi du mois. C'est annoncé minimum une semaine à l'avance. Gênez-vous pas pour venir aux activités du Club d'astronomie. Puis, en étant membre du Club d'astronomie aussi, vous devenez automatiquement membre de la Fédération des astronomes amateurs du Québec et vous recevez beaucoup d'informations de la Fédération des astronomes amateurs pour différents événements ou activités qui sont organisées au niveau provincial ou ailleurs au Québec, comme par exemple toutes les activités que les autres clubs organisent. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont intéressés. Et je vous souhaite là-dessus de très belles observations et je vais tenter de répondre aux questions si vous en avez. Pour être membre du club, Bien, officiellement, le tarif va être changé cette année. Ça va probablement passer, c'est pas tellement dispendieux, là, ça va passer à 20 $. J'ai un télescope qui est transportable, un télescope de 8 pouces que j'installe avant la rencontre lorsque je sais que le ciel va être favorable. Puis là, à ce moment-là, je l'installe avant la rencontre. Puis là, à ce moment-là, il y a le temps de s'adapter. C'est peut-être un point supplémentaire à mentionner. C'est que la température extérieure est importante. C'est que le télescope, il faut le sortir au moins 15 à 20 minutes avant d'observer. Puis, à ce moment-là, le télescope a la même température ambiante. Donc, il y a moins de perturbations parce que si l'air est très, très chaud à l'intérieur du tube, eh bien, c'est un peu comme regarder à travers la fenêtre. Ça amène de la turbulence. Aussi, un point, parler de turbulence, c'est bon aussi de regarder un petit peu plus haut dans le ciel que l'horizon. Par exemple, si on sait que la planète Saturne se lève, par exemple, ce soir vers 11 heures, eh bien, on ne commence pas à l'observer à 11 heures. On attend un petit peu pour pouvoir l'observer parce que très basse à l'horizon, il va y avoir tellement de turbulences atmosphériques que vous ne verrez pas grand-chose. Donc, il faut attendre un peu que la planète soit plus haute dans le ciel pour pouvoir l'observer. L'idéal, c'est de l'observer lorsqu'elle est directement au sud. C'est là qu'elle est le plus haut dans le ciel. Puis, la plupart des objets aussi sont directement au sud. C'est le meilleur moyen, une meilleure place pour pouvoir l'observer. Aussi, j'aimerais terminer en disant que pour utiliser ces télescopes-là, ou peu importe le domaine dans l'astronomie, que vous utilisiez un télescope de 10 pouces ou un télescope de 16 pouces, ou peu importe la grosseur, ça prend 4 choses importantes. 4. Le premier P, c'est toutes des P. La patience. Le deuxième, c'est un deuxième P. Encore de la patience. Puis un troisième P. Encore une fois de la patience. Puis le quatrième P, encore de la patience. Donc, ça prend vraiment beaucoup de patience pour pouvoir s'habituer à utiliser, peu importe l'instrument, un télescope. Donc, il ne faut pas nécessairement abandonner le premier jour, mais ça prend un certain temps pour s'adapter, pour pouvoir l'utiliser. Et à ce moment-là, l'utiliser au maximum, c'est-à-dire bénéficier de l'ensemble du ciel qui est vraiment formidable à examiner.